Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de regarder RTS et votre émission Point de vue en ce dimanche 25 mai 2014. Une émission qui reçoit avec plaisir M. Abdoulaye Diouf Sarr, directeur général du COUD, le Centre des œuvres universitaires de Dakar, et par ailleurs secrétaire administratif de la Convention ou la Convergence des cadres républicains, la structure qui regroupe bien sûr les cadres de l'APR du président Macky Sall. Bonjour, monsieur le directeur général. Bonjour Omar. Merci, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est réciproque. Le prétexte de l'invitation, évidemment, il coule de source. Récemment, il y a eu des scènes de violence à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le COUD en a fait les frais avec la mise à sac de la direction. Alors, aujourd'hui, comment se présente la situation? Oui Omar, j'aimerais d'abord saluer l'ensemble des téléspectateurs de la RTS et l'ensemble du peuple sénégalais pour dire que ce qui s'est passé à l'université est tout à fait dommage et regrettable. Dommage et regrettable et l'ensemble des Sénégalais qui nous regardent et la communauté universitaire d'ailleurs et spécifiquement les étudiants reconnaissent de manière unanime que notre université, l'université sénégalaise, ne mérite pas effectivement donc ce décor, ne mérite pas ce genre effectivement donc d'événement. La situation se présente telle que vous l'avez décrite. 2 ans effectivement d'efforts au niveau du Centre des œuvres universitaires de Dakar qui en une journée ont été complètement remises en cause parce qu'effectivement nous avons subi énormément de pertes au niveau du Centre des œuvres universitaires de Dakar. Remise en cause mais pas quand même anéantie. C'est la situation, est-ce qu'elle est si extraordinaire, si grave qu'on la présente aujourd'hui? Vous savez, dans notre philosophie, nous avons effectivement la philosophie donc de l'éternel recommencement. Même si la situation était désespérée, notre rôle, c'est véritablement dès le lendemain de retrousser les manches et de reprendre le travail. Il faut quand même reconnaître que au niveau de la direction, on a perdu énormément de documents administratifs. Des bureaux ont été mis à sac et aujourd'hui, il faut quand même reprendre tout cela. Cependant, et je le disais tantôt, rien n'est désespéré. Notre rôle en tant que manager, en tant que responsable simplement, c'est de reprendre effectivement notre courage à deux mains et de reprendre ce travail-là. Donc non, la situation n'est pas désespérée parce que notre rôle est effectivement donc de la remettre dans un bon état. On vous a entendu demander à l'État de situer les responsabilités, mais on apprend d'ailleurs qu'une vingtaine d'étudiants a été placée sous mandat de dépôt. Mais est-ce qu'on doit situer uniquement la responsabilité au niveau des étudiants? On les a même entendus dire ou pointer du doigt carrément les forces de l'ordre qui ont qui ont accédé au campus avant de casser, selon leur propre dire, casser tout et tabasser même les étudiants. Vous savez, nous, notre rôle en fait est de gérer un établissement public qu'on nous a confié. Et par ailleurs, il y a d'autres institutions et d'autres responsables qui ont effectivement la vocation de situer les responsabilités et de prendre effectivement les mesures nécessaires. Nous ne pouvons pas nous avancer à ce niveau-là, mais dans tous les cas de figure, il faut, à mon avis, dans de pareilles circonstances, savoir raison garder pour apprécier de manière globale la situation et tirer les conséquences idoines. En faisant ce discours, évidemment, après ce qui s'est passé, vous vous êtes posé en fait une question. Pourquoi chaque fois le COUD fait les frais un peu des manifestations d'étudiants? Vous avez un élément d'explication par rapport à cela? Oui, mais l'élément d'explication coule de source. Le COUD est la seule institution publique qui est dans l'enceinte de l'université. Le COUD est l'établissement public, la représentation de l'État la plus accessible par les étudiants. Quelle que soit par ailleurs donc la raison fondamentale de la revendication, pour toucher l'État dans l'enceinte du COUD, dans l'enceinte de l'université, le COUD est plus accessible. Dans le cas d'espèce, il s'agissait de questions de bourse et de questions donc liées au master. Et tout naturellement, l'institution qu'il faut toucher pour donc matérialiser le mécontentement est le Centre des œuvres universitaires de Dakar, ce qui est tout à fait dommage
nous subissons très souvent des effets collatéraux, des crises qui, en tout cas, qui se déclarent dans l'université. C'est un réflexe peut-être naturel, parce que le lien est évidemment évident. Il s'agit en gros, même s'il s'agit des actions qui sont menées au sein du campus pédagogique, il s'agit en gros des conditions de vie des étudiants. Oui, de manière globale. Moi, je dis que c'est systémique, en quelque sorte. Quand il y a effectivement un retard dans le paiement des bourses, il faut exprimer son mécontentement et l'administration la plus directement touchable est le COUD. D'autant plus que nous ne bénéficions effectivement d'aucune protection immédiate. À ce niveau-là, bon, je crois que c'est simplement dommage de constater cela. Et à mon sens, il faut que des mesures, une réflexion approfondie soit menée pour qu'on sache que l'université, effectivement, n'est pas un lieu d'expression de violence, mais surtout pour qu'on sache que le coût de sa vocation, c'est de servir l'étudiant. Sa vocation, c'est de loger les étudiants. Sa vocation, c'est d'héberger les étudiants et de leur donner une bonne restauration. C'est d'assurer un service médical adéquat, mais c'est d'assurer un cadre de vie générale. Si on touche à cette institution-là, on remet en cause même les conditions effectivement de vie et d'épanouissement de l'étudiant. Vous avez parlé de ce cadre de vie tout à l'heure en disant effectivement que c'est 2 ans d'efforts qui ont été remis en cause. Alors, ces conditions-là de vie des étudiants, comment on peut les apprécier aujourd'hui? Oui, avant même les manifestations, je veux dire. Vous savez, peut-être que je suis un peu mal placé pour m'auto-évaluer. Mais nous estimons quand même que pendant 2 ans, nous avons quand même essayé de faire bouger les lignes, de faire en sorte que, de manière globale, l'étudiant se sente mieux, en tout cas chez lui. Nous ne pouvons pas dire que nous avons tout fait, mais nous avons énormément fait pour que les conditions effectivement d'hébergement dans les chambres soient améliorées. De manière globale, que la restauration, même si en tout cas elle n'est pas parfaite, qu'on sente qu'il y a effectivement des avancées majeures, mais mieux au niveau véritablement environnemental, au niveau du cadre de vie, qu'on sente que l'étudiant effectivement donc est dans de meilleures conditions. Je prends quelques exemples. Nous avons réussi par exemple à avoir le Wi-Fi partout dans le campus, ça me paraît extrêmement important. Mais nous avons aussi essayé de faire en sorte que l'étudiant, dans son cadre de vie, s'exprime mieux. S'exprime mieux, c'est-à-dire dans le cadre de débats que nous organisons. Nous avons effectivement l'année dernière lancé un tournoi extrêmement important qu'on a appelé CAI Débattre. Tout cela, c'est pour dire à l'étudiant que nous devons recréer le quartier latin sénégalais, faire en sorte que véritablement, dans le campus, quand un étudiant effectivement y est, se sente bien dans sa peau et bien chez lui. Je crois quand même que nous avons fait énormément d'avancées de ce point de vue-là, même si, bien entendu, nous ne faisons pas de l'autosatisfaction. Nous estimons que nous cherchons la perfection, qui est effectivement un horizon qui se déplace à chaque fois qu'on s'y rapproche. La perfection n'est pas de ce monde et qui la cherche ne s'arrête jamais et nous ne voulons pas nous arrêter. C'est pourquoi nous ne voulons pas nous lancer dans des débats d'autosatisfaction. Quand même, nous estimons que nous avons fait pendant 2 ans des choses qui sont appréciables. Oui, des choses appréciables pendant 2 ans et qui sont visibles sur le terrain. Mais je posais tout à l'heure la question relative à la responsabilité des uns et des autres. Si la direction du COUD fait tous ses efforts pour mettre les étudiants dans de bonnes conditions et que chaque fois des mouvements viennent anéantir cela, est-ce qu'on ne doit pas, à partir de ce moment, situer la responsabilité ailleurs? Pourquoi, par exemple, attendre chaque fois qu'il y ait mouvement pour payer les bourses? Parce qu'un étudiant qui n'a pas perçu sa bourse, évidemment, ne peut pas se restaurer ou, en tout cas, se mettre dans de bonnes conditions dans le cadre de ce campus social. Oui, bon, en fait, c'est pourquoi je disais tantôt qu'il faut apprécier les choses de manière globale. Dans le cadre de la concertation nationale pour l'enseignement supérieur, vous savez très bien que l'objectif visé, de manière d'ailleurs très participative et très consensuelle, cette, j'allais dire, approche participative et consensuelle qui a permis donc la signature d'un protocole avec, bien entendu, l'ensemble des acteurs, l'objectif qui est visé, c'est d'avoir effectivement un enseignement supérieur de qualité, dans un environnement africain et mondial assez compétitif. Et je crois que de ce point de vue-là, l'ensemble des acteurs doivent effectivement jouer le rôle en tenant compte de l'efficacité recherchée pour donc véritablement faire face à cette compétition mondiale de l'enseignement supérieur,
mais aussi apprécier ces éléments de risque. Oui. Et l'élément de risque que nous avons, c'est de voir effectivement ce genre de conflit anéantir les efforts. C'est pourquoi je dis, chacun en ce qui le concerne, dans le système, doit jouer son rôle. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche s'est expliqué la dernière fois, et nous avons dans le processus de paiement des bourses le principe de la bancarisation, et dans cette bancarisation-là, il y a un acteur extrêmement important qui, bien entendu, donc, est en jeu. Globalement, ce que je peux dire, du ministère des Finances en passant par le ministère de l'Enseignement supérieur jusqu'à l'acteur qui doit payer et même jusqu'à l'étudiant qui doit de temps en temps aussi donc faire preuve de patience, je crois que c'est un système et tous les acteurs du système doivent jouer effectivement. Je veux dire, est-ce qu'il vous arrive par exemple entre acteurs de vous dire ou de tenir un langage de vérité? Par exemple, vous qui faites des efforts, hein, vous faites des efforts et vous n'aimeriez pas peut-être que chaque fois que les étudiants vous prennent pour cible, hein, mais est-ce que vous croyez, par exemple à l'autorité, mais écoutez, payez les bourses. Mais est-ce que vous croyez que notre tutelle, en l'occurrence le ministre de l'Enseignement supérieur, croise les bras et reste donc inactif et subit effectivement ce genre de situation? Non. Il gère un système et donne effectivement l'ensemble de la direction nécessaire et véritablement impulse la dynamique. Effectivement, il arrive effectivement que les acteurs soient donc relancés par rapport à leurs responsabilités. Mais dans un cas de figure comme ça, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. L'acteur qui doit effectivement ou qui devait régler les bourses donc a mis un temps de gestion. De temps en temps, il faut quand même donc faire appel à l'ensemble des acteurs pour que chacun gère cette dimension risque-là pour nous éviter ce genre de situation. D'accord. Alors, le climat de tension de façon générale dans l'espace universitaire, certains le lient au respect de ce qu'on appelle les franchises universitaires. Alors, est-ce que la présence quasi permanente des forces de l'ordre dans le campus social n'est pas pour exacerber un peu cette tension? Bon, ce que je peux noter, c'est qu'il n'y a pas une présence permanente des forces de l'ordre dans le campus social. C'est quand même quelque chose de tout à fait récent dû aux événements que nous venons effectivement de vivre. Mais avant, il n'y avait pas cette présence systématique des forces de l'ordre. Il faut quand même noter que la problématique des franchises universitaires mérite d'être revue à la loupe et de comprendre que l'espace social n'est pas concerné directement par la loi sur les franchises universitaires. Ah oui. Très souvent, il y a amalgame à ce niveau-là. Il est extrêmement important d'informer les populations et de savoir que l'espace social est un espace, effectivement, c'est un quartier, comme tout quartier, où un certain nombre de dispositions en termes de maintien de l'ordre doivent être respectées. Il faut donc, à ce niveau-là, demander à ce que une information plus exhaustive soit faite par rapport à la loi sur les franchises universitaires. Cependant, je crois quand même que l'espace universitaire, ne serait-ce que pour la sécurité des étudiants eux-mêmes, mérite véritablement d'être, j'allais dire, d'être encadré. D'être encadré pour que les étudiants soient mis dans des conditions de sécurité. Il ne faut pas, à la limite, pousser le bouchon trop loin. Nous ne sommes pas dans des logiques sécuritaires systématiques. Nous sommes dans des logiques, effectivement, de maintien de l'ordre, dans des logiques, effectivement, qui exigent à ce que les étudiants, dans leur grande majorité, travaillent et restent, effectivement, dans un cadre d'épanouissement sécure. Une logique d'apaisement. Tout à fait. Je crois que c'est ça, effectivement, la philosophie de base. La philosophie n'est pas une philosophie systématique donc de répression. Non, pas du tout. La philosophie, c'est une philosophie, effectivement, de sécuriser les étudiants eux-mêmes et de faire en sorte véritablement que la paix revienne dans de meilleures conditions de travail. Actuellement, semble-t-il, le campus ne fonctionne pas. Pas de restauration, pas d'eau. Les étudiants qui encore sont restés, parce que beaucoup sont partis, ceux qui sont restés ne sont pas dans de bonnes conditions. Pour combien de temps encore? Oui, mais moi je crois qu'à ce niveau-là aussi, il y a lieu simplement donc, de faire un appel et de dire que la situation a été une situation psychologiquement intenable quand il y a eu ces problèmes-là. L'intersyndicale de la maison avait estimé effectivement donc que la situation était assez grave, qu'on s'est attaqué à une institution et au bien de l'institution, et que l'intersyndicale a déclaré une grève de 48 heures. Je crois que dès lundi, et là le COUD d'ailleurs a fait un communiqué dans ce sens, les choses vont revenir donc à l'ordre
Et nous espérons effectivement que les agents du COUD, le personnel du COUD et les étudiants, comme une seule famille, vont se remettre au travail et dépasser cet événement malheureux. Donc, ouverture du campus social dès lundi, dès demain. Tout à fait. D'accord. À l'origine, il y avait donc cette question des bourses et puis celle liée à l'inscription au master. Les étudiants parlent d'acquis ou avantages qui ont été remis en cause. Les conditions d'études, hein, et là je quitte peut-être l'aspect social, les conditions d'études d'hier à aujourd'hui, comment vous les appréciez en tant que peut-être témoin, hein? Ouais, bon, moi en fait, je ne vais pas trop m'avancer sur les questions pédagogiques. Je donnerai quand même le point de vue du Sénégalais, le point de vue effectivement donc du politique, hein, du responsable de la paix. Du responsable de la paix. J'estime quand même que dans le processus de repositionnement de l'enseignement supérieur au Sénégal, il y a une vision extrêmement importante qui en tout cas nous permet de dire que l'objectif in fine, c'est d'avoir un enseignement supérieur de qualité. Un enseignement supérieur de qualité, c'est faire en sorte que face à la compétition mondiale et africaine, qu'on puisse dire le produit Made in Sénégal est un excellent produit qui peut demain, sur le plan national et sur le plan international, compétir et être shortlisté dans les compétitions les plus importantes au niveau des organismes internationaux et au niveau donc, du secteur privé de manière générale. Ça, le Sénégal avait commencé à le perdre. Et nous nous sommes dit qu'il faut le repositionner. C'est pourquoi, d'ailleurs, un travail extrêmement important a été fait et des mesures ont été donc mises en place pour cela et de manière concertée. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de voir que la carte universitaire du Sénégal est en train d'être améliorée de manière fondamentale. Nous avons effectivement donc ici et maintenant vu effectivement naître la deuxième université donc de Dakar, qui me paraît extrêmement important en termes donc d'amélioration de la carte universitaire. L'université donc de Kaolack, du Saloum à Kaolack, est en train d'être mise en place dans une logique de spécialisation au niveau donc de Tamba et au niveau de tous les pôles de développement. Il y a effectivement donc cette volonté d'installer effectivement des structures universitaires qui tiennent compte des performances et des conditions de compétitivité donc du pôle économique concerné. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le Sénégal a compris aujourd'hui que l'université doit servir effectivement au développement. Autrement dit, une université de développement, c'est une université de, je ne vais pas dire une université de métier, mais une université qui est corrélée effectivement aux besoins du marché. Mais cela, c'est la vision et la philosophie de l'enseignement supérieur. Ça veut dire que la perspective est très bonne. Il faut simplement donc gérer donc, cette phase d'incompréhension qui est liée à toute réforme. Et je suis persuadé que très prochainement, nous allons effectivement avoir un Sénégal émergent. Et le Sénégal émergent doit s'adosser sur un enseignement supérieur de qualité. Gérer la situation quand même ne doit pas conduire à une remise en cause peut-être des acquis, parce que là je reviens au discours des étudiants. Si on parle par exemple si on revient sur la généralisation des bourses, est-ce qu'une réforme doit forcément impliquer la suppression de ces acquis-là? Non, non, pas du tout. Je crois qu'il n'est pas question de remettre en cause les acquis. C'est pourquoi je suis extrêmement désolé, un tout petit peu choqué d'ailleurs, d'entendre des fois certaines personnes en tout cas jeter de l'huile sur le feu en présentant les choses de cette manière. Il n'est pas question de cela. Il est simplement question d'intégrer la dose de compétitivité, d'intégrer la dose d'évaluation. Il n'y a pas de système d'enseignement supérieur au monde où il n'y a pas d'évaluation. Il y a forcément une évaluation, et qui dit évaluation dit effectivement donc évaluation sur la base effectivement du mérite. Il faut intégrer cela. C'est ça qui fera que demain, le produit Made in Sénégal, autrement dit un cadre supérieur formé au Sénégal, ne rase pas les murs, regarde effectivement le monde les yeux dans les yeux pour dire je suis compétitif, je suis valable. Je crois qu'il s'agit de cela, mais il ne serait jamais question donc de remettre en cause les acquis, mais intégrer effectivement dans notre positionnement stratégique, dans le positionnement de notre enseignement supérieur, la dose de compétitivité et de mérite. Alors cet aspect constitue un volet des thèmes abordés ou des débats entretenus sur la situation socio-économique du pays de façon générale. Aujourd'hui, malgré les actes de haute portée, il faut le dire quand même, de haute portée sociale et même économique, on l'a vu hier avec le président,
posée par le chef de l'État, il y a une certaine opinion qui reste convaincue que les choses ne marchent pas. La situation du pays n'est pas reluisante. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ces tenants-là de cette option-là? Oui, mais vous savez, Omar, que ces tenants de cette option, moi, je vois deux pôles fondamentalement. Hein, parce que de manière globale, les Sénégalais ont compris aujourd'hui que de manière tout à fait calme, de manière tout à fait sereine, mais de manière responsable, que le président Macky Sall est en train effectivement de manager donc, le Sénégal vers l'émergence. Il y a cependant quelques poches de réaction politicienne, si j'ose m'exprimer ainsi, que je respecte quand même. Nous avons effectivement donc le président Abdoulaye Wade, un ancien chef d'État sénégalais, qui dans sa posture d'ancien chef d'État sénégalais doit effectivement donc, à mon avis, respecter une certaine démarche. Cependant, il est secrétaire général d'un parti, le Parti démocratique sénégalais, a tout à fait le droit de s'exprimer politiquement, mais quand même a aussi le devoir de dire aux Sénégalais où est-ce qu'il avait laissé ces pays et où est-ce qu'il a trouvé maintenant dans de très bonnes conditions. Et on est tout à fait, j'allais dire, surpris, hein, et moi cela ne me choque pas, mais cela me surprend de le voir encore, après 30 ans d'opposition et 12 ans effectivement d'exercice du pouvoir, revenir dans ces conditions-là, comme si le Parti démocratique sénégalais n'avait pas suffisamment de valeur capable effectivement de prendre la relève pour lui permettre véritablement un repos serein. Donc, pour dire que ce pôle-là, c'est ce pôle de la contestation systématique pour des raisons que nous connaissons. L'autre pôle qui aujourd'hui donc est en train de s'activer, tout naturellement, c'est le pôle Idrissa Seck, l'ancien Premier ministre de la République du Sénégal, qui est quand même un cas d'école, qui est un cas d'école assez plaisant en sciences politiques, parce que nous avons connu le Idrissa Seck des années 88, à son lancement, assez charmant, jeune politicien. Et ensuite, plus tard, nous avons connu dans sa phase de croissance un autre Idrissa Seck, le Idrissa Seck des hadiths et des sourates. Et plus tard, avec le Benno Bokk Yakaar, juste après la deuxième alternance, un Idrissa Seck qui accepte effectivement le leadership du président Macky Sall et qui accepte sa vision, qui sait effectivement que le Sénégal sera bien dirigé et qui accepte de venir dans le Benno Bokk Yakaar. C'est celui-là que j'appelle le Idrissa Seck de la maturité. Mais ce qui est dommage, c'est de le voir aujourd'hui effectivement dans une phase de déclin et on découvre malheureusement le Idrissa Seck des insultes qui ne l'honorent pas et qui, en tout cas, moi, avec tout le respect que je lui dois, me déçoit des fois. Donc, on a deux pôles de contestation, mais l'écrasante majorité des Sénégalais est extrêmement conscient aujourd'hui que le Sénégal va vers une excellente direction. Aujourd'hui, le Sénégal a repris sa signature dans le concert des nations. Déjà, dans ce qu'on a mobilisé en termes d'engagement sur le PSE, il y a déjà une mobilisation réelle de presque d'environ 500 milliards, ce qui me paraît extrêmement important. Et il y a énormément de choses que nous avons fait, j'espère, pour y revenir. Oui, justement, pour rester un peu sur ce terrain-là de la situation socio-économique, du concret, je veux dire, et sur le terrain des critiques de ce que vous appelez, de ceux que vous avez cités tout à l'heure, Abdoulaye Wade et Idrissa Seck, concrètement, lorsqu'ils amène des éléments de critique sur la situation actuelle du pays, quels sont les arguments, vous, que vous avez pour démontrer que ce qu'ils disent n'est pas vrai? Oui, mais je crois que les Sénégalais peuvent le constater avec nous et à l'évidence. C'est au contraire eux qui n'apportent aucun élément. Ils apportent juste des phrases, ça ne marche pas, on n'a pas, en tout cas, mis de la peinture sur les chantiers. Et je vais y revenir. Mais ce que nous disons et que les Sénégalais constatent, c'est que pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, en si peu de temps, c'est-à-dire en 3 ans, un régime a pu effectivement donner des réponses concrètes à la demande sociale. La couverture maladie universelle qui est aujourd'hui une réalité au Sénégal. Autre élément extrêmement important, on a baissé de 14% les frais d'hospitalisation au Sénégal, ce qui me paraît extrêmement important. Depuis notre arrivée, on a maîtrisé l'inflation jusqu'à effectivement aller dans des sens extrêmement osés. Qui aurait effectivement cru un jour au Sénégal qu'il pouvait y avoir une baisse du loyer de cette manière-là? Nous l'avons réussi. Hier, on a effectivement donc apporté une baisse importante sur le prix du pain. Et dès notre arrivée, en 2012, nous avons effectivement maîtrisé l'inflation
et fait en sorte véritablement que les prix des denrées de première nécessité soient maîtrisés. Autre élément extrêmement important, et les travailleurs qui nous regardent ne vont pas nous contredire, la baisse sur la fiscalité des salaires. La baisse sur la fiscalité des salaires est une réalité extrêmement importante. Autre élément pour le secteur privé, c'est la baisse sur l'impôt sur les sociétés. Donc nous pouvons effectivement, sans oublier bien entendu la bourse de solidarité familiale qui est importante. Mais au-delà de ces questions qui touchent directement le panier de la ménagère, il y a quand même un effort important qui a été donc, j'allais dire, mobilisé pour régler fondamentalement et de manière structurelle la question des inondations. La question des inondations qui était abordée par l'ancien régime sous un angle très conjoncturel a été cette fois donc abordée de manière structurelle pour apporter des solutions durables. Je crois quand même que sur un autre registre, sur le registre des infrastructures, pour bien entendu répondre à Idrissa Seck qui parlait donc de peinture, nous sommes plus ambitieux et nous voulons effectivement quelque chose de concret. Aujourd'hui, je lui apprends que 4000 km de pistes de production sont en train d'être livrées pour désenclaver les zones de production. Et ce désenclavement des zones de production vont nous permettre véritablement et vont permettre aux producteurs et aux agriculteurs d'accéder effectivement au marché dans de meilleures conditions. Je souligne d'ailleurs au passage que sur des produits comme la pomme de terre, si le Sénégal arrive aujourd'hui à atteindre l'autosuffisance, cela me paraît extrêmement important, il faut le dire aux Sénégalais. Donc vous voyez que sous ce rapport-là, l'État a été réhabilité. L'État a été réhabilité dans sa dignité, mais surtout la signature de notre pays, le Sénégal, est redevenue une signature crédible dans le concert de la nation. L'État réhabilité, pourtant, pour répondre ou pour apporter des répliques face à ce front-là qui s'est constitué, on n'entend pas, enfin, ou alors de façon pas du tout conséquente plutôt, ces genres de réponses, ces éléments donc chiffrés et fondés sur le bilan du président Macky Sall. Souvent, on entend des répliques genre menaces et autres. Est-ce que, effectivement, vous pensez que la communication existe, est bien cohérente à votre niveau pour répondre à ces critiques? Parce qu'évidemment, il s'agit des critiques tout à fait naturelles venant des membres ou de responsables carrément de l'opposition. Oui, mais vous savez que c'est des critiques naturelles, comme vous le dites. Mais une critique doit être une critique, à ce niveau de responsabilité, une critique objective, tenant compte de la réalité économique et sociale. Je viens, là, devant les Sénégalais, de vous donner des éléments tout à fait clairs de ce bilan. Et c'est quelques éléments simplement. Nous pouvons effectivement, aujourd'hui, vous démontrer comment nous avons fait pour, en tout cas, j'allais dire, redonner un souffle à notre économie. La communication, je crois quand même que chacun réagit avec sa posture. Et ce matin, en tout cas, nous avons donné des éléments et d'autres, en tout cas, dans leur posture, donnent les éléments effectivement liés à leur posture. Je crois quand même qu'il est important que ceux qui sont en face de nous, notamment donc ceux que j'ai cités tout à l'heure, sachent que le Sénégal a beaucoup changé. Nous ne sommes plus effectivement dans un Sénégal de la politique spectacle. Nous avons effectivement un autre paradigme. Le paradigme effectivement de la politique des réalisations. Et les Sénégalais peuvent bien suivre le spectacle. On peut avoir l'impression qu'ils sont d'ailleurs accrochés par le spectacle. Mais in fine, ce sont des Sénégalais majeurs qui vont toujours juger effectivement à la lumière de ce que nous avons réalisé. Ils sont en train d'apprécier de manière considérable ce que le président Macky Sall et son gouvernement sont en train de faire. La situation nationale dans ses dimensions socio-économiques et politiques, en tout cas, donne un enjeu majeur aux prochaines élections locales. Seulement, ici également, on voit que du point de vue politique, l'unité s'est un peu divisée partout ou presque au niveau de votre coalition au pouvoir, le Benno Bokk Yakaar. Est-ce que cela ne confirme pas ou ne conforte pas les risques évoqués par certains liés à ce scrutin local-là? Bon, moi, je ne crois pas que l'unité soit en tout cas déliée. Nous sommes dans des logiques locales et je crois que très tôt, le président, effectivement, l'avait d'ailleurs souligné en disant que ces élections-là avaient effectivement un relent et une logique locale qu'il fallait respecter.
je ne crois pas qu'il y ait une division de l'esprit Benno Bokk Yakaar. La philosophie est toujours là et le président d'ailleurs a dit très récemment que, en tout cas, il croit fermement à cette philosophie et à cette logique, à cette vision du Benno Bokk Yakaar. Cependant, laissons effectivement les électeurs au niveau local s'exprimer. Et dans sauf que l'idéal ou la logique aurait été de voir peut-être le Benno Bokk Yakaar constitué un peu partout, ce qui n'est pas le cas. Mais ce qui n'est pas le cas parce que, effectivement, à certains niveaux, bon, des réalités spécifiques de certaines localités se sont exprimées. Mais le plus important, c'est qu'au niveau des fondamentaux, que, effectivement, donc, les principes demeurent. Et je crois que c'est le cas. Le véritable enjeu, c'est de gagner effectivement donc les collectivités locales dans une dynamique présidentielle et accompagner le président vers son second mandat. Est-ce que vous croyez ou vous pensez à une certaine responsabilité évoquée de l'APR par exemple et ses responsables qui n'ont pas voulu dans certaines localités laisser les alliés passer? Non, moi je ne suis pas à ce niveau d'appréciation. Ce qui est important pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que de manière, j'allais dire, systématique, qu'on permette, les dynamiques présidentielles, à ceux qui accompagnent le président de la République, de remporter ces élections locales et de l'accompagner vers son second mandat. C'est ça, effectivement, qui me préoccupe, mais je ne suis pas au niveau d'appréciation spécifique de certains cas. Il se dit en tout cas qu'aujourd'hui, pratiquement tous, les responsables de l'APR sont assis sur des œufs. À la lumière peut-être de la mise en garde du président de la République disant que qui perd sera sanctionné. Non, je ne crois pas. Les responsables de l'APR sont donc tout à fait en rang de bataille pour faire en sorte que le parti se massifie, pour faire en sorte que la coalition Benno Bokk Yakaar, qui constitue la coalition de base qui soutient le président de la République, dont l'APR est la locomotive, soit une coalition renforcée. Les responsables de l'APR sont tout à fait conscients que l'enjeu, c'est la préparation après les locales de la réélection du président de la République. Non, nous ne sommes pas dans des logiques comme ça. Nous sommes effectivement tout à fait conscients que nous avons un parti majeur et nous devons nous battre pour accompagner notre président. Vous êtes tête de liste Benno Bokk Yakaar à Yoff, donc candidat à la commune. Mais là-bas également, d'autres listes ont vu le jour. Comment se présente un peu la situation sur place là-bas à Yoff? Oui, mais à Yoff, nous sommes dans une coalition Benno Bokk Yakaar extrêmement large où nous avons 14 partis de Benno Bokk Yakaar. Donc l'ensemble du Benno Bokk Yakaar, sauf le Parti socialiste qui a préféré accompagner l'actuel maire de Dakar. Ça veut dire qu'à Yoff, en tout cas, le cachet Benno Bokk Yakaar est un cachet affiché, donc où l'APR, en tout cas, dirige la liste majoritaire et le secrétaire général de l'AFP au niveau local dirige la liste proportionnelle. Nous sommes effectivement donc résolus à remporter ces élections pour renforcer la majorité présidentielle, mais pour permettre à notre président de conforter effectivement donc sa majorité dans Yoff. Et ce Yoff-là dont on parle, c'est devenu effectivement un Yoff extrêmement dynamique, extrêmement inclusif, qui intègre non seulement le Yoff traditionnel, mais qui prend effectivement donc en charge les préoccupations de toutes les cités nouvelles, de l'aéroport jusqu'à Diamalaye. Justement, Yoff a cette particularité d'être ou d'avoir un noyau constitué peut-être du village traditionnel, mais comme vous l'avez dit, tout autour, il y a d'autres quartiers environnants qui sont dans la même circonscription. Comment, ou alors, est-ce que vous êtes conscient un peu de cette situation-là et comment comptez-vous manager tout cela? Oui, mais comment nous comptons manager tout cela? C'est de manière, comme j'ai dit tout à l'heure, de manière inclusive, en mettant devant effectivement cette dynamique d'une gestion locale qui intègre un cachet traditionnel, j'allais dire autochtone, et un cachet, j'allais dire, moderne. Et aujourd'hui, nous sommes très conscients qu'à Yoff, il est extrêmement important d'axer l'économie sur des dynamiques liées à la pêche, notamment la remise en route, ou en tout cas la bonne configuration, la relance de ce quai de pêche qu'il faut rapidement finaliser pour faire en sorte que Yoff revive, mais aussi dans les cités dites cités nouvelles, il est extrêmement important de régler certaines questions d'investissement public de base. C'est inadmissible que dans une zone
comme Ouest Foire, qu'il ne puisse pas y avoir effectivement de marché ou d'école publique. Je crois qu'il y a un travail à faire. Nous n'allons pas aujourd'hui dérouler notre programme, c'est peut-être prématuré, mais je peux vous dire que le Yoff que nous voulons construire, de l'aéroport jusqu'à Diamalaye, c'est un Yoff cohérent, un Yoff effectivement inclusif, un Yoff effectivement où il fait bon vivre. Qu'est-ce qui vous permet à l'état actuel de la situation de cette commune de penser ou de croire qu'il s'impose des changements? Par exemple, est-ce que le bilan de l'équipe municipale vous permet de rêver, entre guillemets? Oui, mais il n'est pas peut-être interdit de rêver, mais nous sommes réalistes. Nous sommes réalistes, cela veut dire qu'aujourd'hui, nous constatons déjà que le maire sortant n'est pas effectivement donc en ligne de départ. Ça veut dire qu'il accepte elle accepte qu'elle devra effectivement remettre le témoin. Nous sommes conscients aujourd'hui qu'avec l'acte 3 de la décentralisation, qui va à la limite remplacer les communes d'arrondissement par des communes de plein exercice, il faut effectivement des compétences. Il faut une gestion locale mieux maîtrisée, une gestion locale qui puisse en tout cas intégrer les nouvelles ressources et les faire gérer par, j'allais dire, des mains expertes, par de bons pères de famille. Et nous avons effectivement une équipe qui est tout à fait formatée pour prendre en charge, en tout cas, cette nouvelle orientation de la décentralisation et du développement local. Nous pouvons donc, de manière certaine, pas rêver, mais de manière certaine, espérer qu'avec la nouvelle équipe que nous constituerons au lendemain du 29 juin, Yoff va complètement changer de configuration parce que nous allons essayer d'apporter une réponse tout à fait concrète aux préoccupations que nous prenons au niveau de la base. Le changement ou l'accession à cette commune, à la tête de cette commune, va impliquer certainement une adhésion des populations, des jeunes, des femmes. Est-ce que vous avez un peu cette communion indispensable pour aujourd'hui espérer diriger la mairie de Yoff? Oui, naturellement. Vous savez que de manière globale, la gestion locale est une gestion de proximité. Et la gestion de proximité exige d'abord une certaine humilité dans l'approche. Et nous avons effectivement dans notre démarche ce principe de base de l'humilité pour réussir effectivement l'approche de proximité. Et c'est d'ailleurs très corrélé à ce que le chef de l'État fait au plan national. Vous savez très bien que le plan Sénégal émergent, que nous allons décliner nous dans une émergence locale, repose effectivement sur des positions de rupture. Quand on parle de position de rupture, c'est être humble, aller vers les Sénégalais, recueillir les besoins de proximité et essayer d'apporter des solutions concrètes à ces besoins. Vous êtes en train de le faire? Mais tout à fait. Mais je vous remercie, Abdoulaye Diouf Sarr. Je rappelle que vous êtes le directeur général du COUD, le Centre des œuvres universitaires de Dakar, secrétaire administratif de la Convergence des cadres républicains et puis candidat à la mairie de Yoff. Je vous remercie, Omar. Merci beaucoup. Merci. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi. On se donne rendez-vous dimanche prochain.